Outre l'essai éponyme que lui a inspiré en 2008 le film de James Whale, La fiancée de Frankenstein, Alberto Manguel a également abordé l'étude de cette figure légendaire dans deux autres essais, La bibliothèque la nuit, paru en 2006, et Monstres fabuleux, Dracula, Alice, Superman et autres amis littéraires, sorti en 2019, afin d'expliquer en quoi la figure de Frankenstein occupait une place singulière dans les œuvres de science-fiction qui se réfèrent à un mythologique pouvoir de l'écriture pour mettre en scène, comme le formule Philippe Breton dans son essai À l'image de l'homme, du golem aux créatures virtuelles, je le cite, le mystère de l'homme tentant de sortir de lui-même pour se comprendre, jusqu'à imaginer une créature qui s'organiserait et échapperait ainsi à son créateur. Fin de citation. Cette communication interrogera la façon dont les trois essais que je viens de préciter représentent les ambivalences d'un devenir médiatique monstrueux, propre à la figure de Frankenstein, tendu comme un miroir à une humanité en proie à la réification et aux métamorphoses, dans les mythologies et légendes qui, passant de l'argile à l'électricité, restent toujours en quête, je cite de nouveau Breton, d'un récit global qui verrait de l'humain dans l'artifice. Fin de citation. Pour ce faire, mon étude relative aux traits caractéristiques de la créature, Frankenstein, portera en premier lieu sur la figure tutélaire du golem, avant de s'attarder sur la fonction qu'Alberto Manguel assigne au livre et à la bibliothèque dans un portrait réflexif du monstre, que poursuit le mythe de Frankenstein comme mythe cinématographique et métaphore du film lui-même. L'histoire de Frankenstein, imaginée par Mary Shelley sur le pouvoir néfaste de la science, est très proche de la légende du golem. Et comme tout récit qui relate la conception puis la fabrication de créatures à l'image de l'homme, elle s'inscrit dans une généalogie particulière. Entre la première édition de Frankenstein en 1818 et la deuxième édition qui date, elle, de 1831, Mary Shelley nous a laissé sur ce point une piste de lecture intéressante, en supprimant une citation qu'elle avait mise en exergue et qui est extraite du Paradis perdu de Milton, dans lequel Adam s'adresse à son créateur en ces termes. Je cite, « T'avais-je requis dans mon argile, ô créateur, de me mouler en homme? T'ai-je sollicité de me tirer des ténèbres ?» Fin de citation. En fin connaissance des sources bibliques, Alberto Manguel éclaire tout particulièrement le sens que pourrait prendre cette citation disparue de l'édition de Frankenstein de 1831 en recontextualisant ce reproche de l'Adam primordial au regard des mythologies de l'écriture et du pouvoir démiurgique qui leur est associé dans son essai « La fiancée de Frankenstein » paru en 2008. Je le cite. Selon la tradition kabbalistique, le golem signifiant substance incomplète est une créature modelée dans la glaise et douée de vie grâce à l'application de certaines lettres qui épellent soit le nom de Dieu, soit le mot hébreu signifiant vérité. Le psaume 139 dit, en des termes qui pourraient avoir été ceux du monstre de Mary Shelley, je cite, « Ma substance ne t'était pas cachée lorsque j'étais formé dans le secret, tissé avec art dans les profondeurs de la terre. Tes yeux me voyaient quand j'étais encore imparfait, qui est une traduction de golem en hébreu, et sur ton livre, c'est moi qui souligne, étaient inscrites tous les membres qui me furent fabriqués en continuation avant qu'aucun d'eux fût encore. » Fin de citation pour le psaume. L'hypothèse que je formulerai à la lecture de ce verset 9 du psaume 139 est qu'une double identité caractérise bien la figure du monstre dans le roman de Mary Shelley, Frankenstein ou le Prométhée moderne. Si ce roman est en effet fondé sur des extrapolations scientifiques ou technologiques, comme nous le rappelle John Cohen dans un essai datant de 1968 intitulé « Les robots humains dans le mythe et dans la science », qui écrit que, non content d'avoir été influencé par la légende du golem, le roman de Shelley l'a bien sûr été tout autant par, je le cite, les discussions entre Byron et Shelley sur la portée des travaux d'Erasme Darwin
et de Calvini concernant les propriétés chimiques et électriques de la matière vivante, l'histoire du monstre n'en réactive pas moins ce que la linguiste et archéologue française Clarisse Ehrenschmidt considère comme des mythologies qui représentent l'écriture comme un double de l'humanité, à l'image du golem, ici créé sur le modèle de l'Adam biblique. Le plus célèbre récit de la création du golem concerne la légende du Maharal de Prague, que Mengel résume ainsi, je le cite. La plus connue de ces légendes, qui a inspiré en 1915 le roman de Gustav Meyrink, Le Golem, raconte qu'à Prague, au XVIe siècle, le rabbin Lo Ben Zulel a modelé dans la glaise un serviteur pour la synagogue et lui a donné la vie en inscrivant sur le front le mot « vérité » Emet. Établissant une tradition à laquelle allaient se conformer les monstres ultérieurement créés par l'homme, la créature devenue insoumise menace de détruire son créateur. Le rabbin annule alors l'effet de sa magie en effaçant la première lettre du mot Emet, vérité, qui devient Met, ce qui signifie mort. Fin de citation. Dans le cadre de ces anciennes représentations mythologiques et de leur vision du monde, mon hypothèse tiendrait par conséquent à ce que ce roman, considéré par beaucoup comme le premier roman de science-fiction, effectue une réécriture critique, plus qu'une véritable déconstruction, du pouvoir du logos ou de la structure téléologique de l'écriture, exprimée traditionnellement dans la formulation des métaphores du livre, telles que livre de la vie, le livre de la nature, livre du monde et le livre de l'univers, dont Alberto Mengel explicite la généalogie dès son premier chapitre, consacré à la métaphore du livre du monde, dans un essai qui s'intitule, lui, « Le voyageur et la tour, le lecteur comme métaphore ». Je cite Mengel, « Bien que ces sources soient mésopotamiennes, la métaphore précise associant le mot et le monde fut arrêtée selon la tradition juive aux alentours du VIe siècle avant notre ère. Les anciens juifs, auxquels manquait d'une manière générale un vocabulaire permettant d'exprimer des idées abstraites, préféraient souvent, plutôt que d'inventer de nouveaux mots pour de nouveaux concepts, utiliser des noms concrets en tant que métaphore de ces idées, prêtant ainsi à ces mots une signification morale et spirituelle. C'est ainsi que, pour l'idée complexe de vivre consciemment dans le monde en tentant d'obtenir de ce monde la compréhension du sens qui lui fut donné par Dieu, ils empruntèrent l'image du livre porteur de la parole divine, la Bible, ou plus simplement les livres. Fin de citation. Des livres de la bibliothèque, il en est d'ailleurs question pour Mengel quand il décrit l'incapacité dans laquelle le monstre de Frankenstein se trouve à habiter le monde précisément par manque d'une bibliothèque qui puisse lui correspondre. Ainsi commence-t-il par observer dans son essai « La bibliothèque la nuit », je le cite, « qu'apprenant pour la première fois tel un enfant ce que sont la nature de l'univers et la sienne propre, la créature de Frankenstein est lecteur Virgo, ce qui signifie bien sûr lecteur vierge, l'être doué de curiosité, prêt à se laisser instruire par la page ouverte, visiteur de la bibliothèque du monde qui n'apporte avec lui ni préjugés, ni expérience susceptible de colorer ses lectures. Avant de conclure à son sujet qu'en définitive, et je le cite de nouveau, le monstre de Frankenstein, ne possédant pas de bibliothèque, cherche son reflet dans tous les livres qu'il rencontre et ne réussit jamais toutefois à reconnaître sa propre histoire dans ces pages étrangères. Fin de citation. C'est par l'apprentissage de la lecture et la découverte des livres au chapitre 15 du roman de Mary Shelley que cet infortuné lecteur accède en effet à une nature réflexive qui le pousse à s'interroger sur sa condition et son identité. Après avoir lu tour à tour Les souffrances du jeune Werther, Vie parallèle de Plutarque et surtout Le paradis perdu de John Milton, ce dernier tente de s'approprier une forme d'humanité à l'instar des personnages qui l'inspirent. Je cite le roman de Shelley. « J'établissais, dit-il, souvent des parallèles entre mes lectures et mes propres sentiments. Je remarquais maintes similitudes et
paradoxalement maintes dissemblances entre ma condition et celle des êtres dont je lisais les aventures et dont je suivais les conversations. » Fin de citation. Toutefois, la découverte du journal intime de son créateur, qu'accompagne la lecture du roman de Milton, qui l'avait laissé un temps penser qu'il pourrait enfin trouver un visage ami qui puisse lui ressembler, précipite son désespoir. Et lorsqu'il découvre dans quelles circonstances il a été créé et qu'il fait pour ainsi dire l'objet d'un rejet qui en anticipe bien d'autres dans le roman et qui lui inspire les propos suivants, à l'adresse de Victor Frankenstein, il s'écrie « J'eus la nausée en lisant vos notes et je m'exclamais dans mon désarroi que soit maudit le jour où j'ai reçu la vie. Créateur maudit, pourquoi avoir créé un monstre hideux au point que vous-même, vous vous détourniez de lui avec dégoût. » Même s'il a réduit cet épisode qui se résume dans le roman de Mary Shelley à un drame de lecture, anticipant le rejet d'une famille dont le monstre de Frankenstein désirait avant tout l'accueil et de la compréhension, en une scène qui le réunit avec un ermite aveugle lui enseignant les rudiments de la fraternité dans sa cabane, l'originalité de l'adaptation de James Wells dans La fiancée de Frankenstein réside peut-être dans la compréhension des enjeux de ce drame d'une absence de livre repère. Pour enfiler la métaphore avec la représentation d'une tour où se rejoue la scène de l'ermitage et qui résulte dans la scène finale d'une tour de Babel où tout espoir d'un langage commun et d'une reconnaissance disparaissent dans les cris de frayeur de la compagne qui lui était destinée. Comment se fait-il dès lors que le mythe de Frankenstein ait survécu dans les décombres de cette tour de Babel en feu? Comme le golem, Frankenstein est mis en mouvement par une énergie, celle du discours dans le premier cas de figure et celle de l'électricité dans le second. De cet imaginaire alchimique qui commence avec la créature de glaise ou d'argile, Henri Atlan fait l'hypothèse dans sa préface au livre de Moshe Idel, Le Golem, que cette légende tardive survient au XVIe siècle, je le cite, « siècle charnière où se sont élaborées les sources de la modernité traversée de part en part par la révolution scientifique et technique en Europe, à un moment où nombre de penseurs étaient attirés par cette idée curieuse qui est restée commune à ces traditions pré-scientifiques et par la suite aux démarches scientifiques proprement dites, d'une espèce de texture linguistique de la réalité. Ce qu'Alberto Manguel assimile à sa façon, dans La fiancée de Frankenstein, à la naissance du cinéma et à la création d'un nouveau langage qui départage autrement créateur et créature. Je le cite, « On peut envisager les problèmes de la création, ceux du créateur et celles de la créature, comme des problèmes de cinéma. Le « je veux faire des images de lumière », les frères Lumière bien sûr, fait écho au « je veux que ces ossements respirent » du docteur Frankenstein. Et la volonté d'apporter la lumière dans les ténèbres, ainsi que le fit Prométhée en volant du feu, est assurément l'une des définitions du cinéma. Le mythe de Frankenstein n'est-il pas essentiellement un mythe cinématographique, une métaphore du film lui-même? Fin de citation. Force est de constater que des propos similaires ont été tenus dans la même année, en 2008, par Brian Selnick pour expliquer la genèse de son roman graphique L'invention d'Hugo Cabret, popularisé par l'adaptation cinématographique de Martin Scorsese, Hugo, sorti en 2011. Dans ce film, Scorsese retrace en effet la vie de Georges Méliès et lui rend hommage en associant étroitement la figure de l'automate à l'enfance du cinéma, ce qui fait de cette figure tout à la fois une merveille et un modèle qui détermine une succession de mises en abîme médiatiques étayées par le mouvement, dans la formulation puis la résolution d'une énigme qui permet à terme la projection de Voyage dans la Lune de Méliès. Sous cet angle, le roman graphique de Brian Selnick apparaît à bien des égards comme un ouvrage singulier, puisqu'il se présente comme un livre ouvert au monde du cinéma et développe une intrigue inspirée d'un essai de Gaby Wood en histoire des sciences et des techniques, intitulé « Le rêve de l'homme-machine, de l'automate à l'androïde ».
Si cet ouvrage n'explore pas dans le détail la longue histoire de cet artefact, qui commence dès l'Antiquité avec des horloges puis des statues animées avant de verser du Moyen Âge jusqu'au XVIIIe siècle dans la biomécanique, il émet cependant l'incroyable hypothèse que ce dispositif spectaculaire aurait pu donner naissance au cinéma, dans l'atelier de Méliès, avec l'arrivée de l'électricité, là encore. Ce que résume factuellement Gaby Wood en ces termes, je la cite: dans la pièce qui lui servait normalement à réparer les automates, Méliès aménagea un petit atelier. Avec l'aide de deux mécaniciens, Lucien Kornstein et Lucien Rinlos, il y construisit plusieurs machines et parvint finalement, en recyclant les pièces détachées décelées par Robert Houdin, le magicien, à fabriquer une caméra sur le modèle du projecteur de Robert William Pard. Dans l'atelier de Méliès, les automates donnèrent naissance, pour ainsi dire, au cinéma. Je conclus. Qu'est-ce qui réunit tour à tour le golem, Frankenstein et les automates dans cette filiation médiatique monstrueuse? Au cœur de l'étude de Philippe Breton, intitulée « À l'image de l'homme, du golem aux créatures virtuelles », éditée en 1995, se développe l'idée que les créatures artificielles ainsi que les technologies de la communication et de l'information en général aident l'humanité dans le processus d'autoréflexion en créant des avatars d'elle-même, ce qui le conduit à émettre la réflexion suivante. Je le cite: le regard que l'on porte sur les techniques les plus contemporaines de l'informatique est moins consacré à l'outil qu'au projet qui lui a donné naissance et à sa signification dans un récit global qui voit l'humain dans l'artificiel. Et d'expliquer ensuite l'importance des textes téléologiques et mythologiques dans la compréhension des avancées technologiques modernes, étant donné que, et je le cite une dernière fois, ces textes poursuivent un récit ancien et comme à chaque époque, celui-ci vient se loger dans le moyen d'expression qui semble le plus légitime. Qu'il soit qualifié de global ou d'ancien, ce récit n'est pas clairement défini dans À l'image de l'homme, du golem aux créatures virtuelles. Mais à la lecture de l'essai de Clarice Ehrenschmidt, Les trois écritures, langue, nombre, code, on peut penser que les récits mythiques auxquels Ehrenschmidt fait référence dans son chapitre Écriture comme double de l'homme, qu'ils montrent une certaine analogie, je la cite, entre les modalités d'émergence de l'espèce humaine et le système d'écriture qui note la langue dans laquelle elle a été écrite, faisant écho aux réflexions de Breton à propos d'un récit global ou d'un récit ancien qui serait à l'origine du développement des technologies contemporaines de l'information, susceptibles de modifier notre humanité où exister ne se résumerait qu'à fonctionner si nous désertions la narration de nos existences par un usage dystopique de la science. Je vous remercie de votre attention.